Il est présentement 11h59. Je vais vous donner les consignes d'usage pour la participation à cet atelier. Donc, assistance technique, si vous avez éprouvé des difficultés, on vous invite à utiliser le numéro de téléphone que vous retrouvez dans le clavardage. D'ailleurs, pour ce qui est du clavardage, on vous invite très fortement à utiliser plutôt le bouton questions et réponses pour les interactions, pour garder des traces, mais aussi à la fin de la rencontre, à la fin de l'atelier, on va avoir une période où on va justement répondre spécifiquement à vos interrogations. On tient à vous spécifier aussi que l'atelier est enregistré et il sera disponible, l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours. Donc, je me présente, Martin Bérubé. Je fais partie de l'équipe de FADIO. Je suis heureux de vous recevoir et de vous souhaiter la bienvenue pour l'atelier Tâches évaluatives en FAD. Cet atelier va durer 1 heure, donc à 13 heures, normalement, toutes les activités devraient être terminées. Et je passe la parole à mes collègues panélistes pour vous permettre de vous présenter. Sur ça, je vous souhaite un bel atelier. Merci, Martin. Merci, Martin. Alors, bon midi tout le monde. On est vraiment heureuse, Marilyn Nadeau et moi, ma collègue, d'être avec vous ce midi, en fait, pour vous présenter l'atelier Tâches évaluatives en FAD. Alors, Marilyn Nadeau, qui est conseillère pédagogique au Cégep de Rivière-du-Loup, et moi-même, Karine Desraspes, qui est conseillère pédagogique au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Et on est toutes les deux en prêt de service à FADIO. Et à FADIO, on est en train de vous concocter une belle formation autoportante en collaboration avec CAD 21 qui sera déployée finalement sur la plateforme de CAD 21 que vous connaissez sans doute là, au printemps. Pour vous en parler plus en détail de ce partenariat-là avec CAD 21, on a Maxime Pelchat qui viendra là, vers la fin de la présentation vous expliquer un peu le partenariat et comment vous inscrire à cette formation-là. Donc, la formation d'aujourd'hui se veut surtout une formation c'est plutôt une présentation. Ce qu'on veut faire surtout, c'est vous présenter de quoi sera composée finalement cette formation autoportante-là. Mais on avait vraiment comme objectif aujourd'hui de vous laisser repartir avec des outils, des réflexions, des questions à vous poser. Et on va vraiment aller quand même là, dans le cœur de ce que comprendra la formation, dont, entre autres, les cadres de référence sur lesquels on s'appuie pour mettre en place cette formation-là. Donc, ma collègue Marilyn et moi, on a fait évidemment une revue de littérature là, en ce qui concerne l'évaluation. On sait que l'évaluation en FAD, c'est sur toute l'élève. Et on a recensé et analysé et on a retenu trois cadres de référence ou travaux. Donc, en particulier, celui de Julie Leroux qui s'appelle « Les étapes du processus d'évaluation en FAD », qui ensuite a été utilisé par Pascal Villiers du Collège de la Cité pour en faire 32 bonnes pratiques finalement d'évaluation en FAD en approche par compétence. Et finalement, étant donné que quand on arrive en formation à distance, c'est sûr qu'on sait qu'on a à considérer la technologie pour la mettre au service de la pédagogie, bien évidemment. Mais là, on va se servir d'un cadre de référence qui s'appelle le PICRAT, que Marilyn vous expliquera là, un peu plus tard. Donc, c'était un petit peu pour faire le tour de, finalement, de ce sur quoi s'assoit notre formation. Donc, je laisse la parole à Marilyn. En fait, il faut aussi préciser que cette formation-là qu'on est en train de préparer avec CAD 21, elle s'adresse et la présentation de ce midi s'adresse à l'enseignement supérieur, mais qui a également une formation qui est en préparation pour le secteur jeune, donc le primaire, le secondaire, et également la formation générale des adultes. Donc, il y aura une formation qui s'appellera aussi tâches évaluatives, mais destinée au secteur jeune, qui, elle, devrait être disponible plus à la fin du printemps. Donc, comme le disait Karine tout à l'heure, donc les cadres de référence sur lesquels on s'appuie, donc Leroux 2017, l'évaluation des apprentissages à distance dans un programme en approche par compétences. Et Pascal Bellier, dans le fond, c'est les meilleures pratiques d'évaluation des compétences en ligne en enseignement supérieur.
Donc, si vous voulez retracer ces travaux et cadres de référence-là, les informations seront disponibles dans la présentation. Également, le modèle qui est ici, le PICRAT, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le modèle de Hughes, Thomas et Chambers, dont on pourra, je vous expliquerai plus en profondeur tout à l'heure. Maintenant, la présentation, elle va aller comme suit. Donc, on va rapidement brosser le portrait des principaux enjeux quand on parle d'évaluer en formation à distance, le processus en 5 étapes, la technologie, donc le modèle PICRAT. Maxime vous parlera en dernier lieu du partenariat avec CADE 21 et bien sûr, on aura une période de questions. Les enjeux. Karine, à toi. Alors, en ce qui concerne les enjeux, dans le fond, nous, on a pris les enjeux comme point de départ. C'est pour ça qu'on vous parle d'entrée de jeu des enjeux, parce qu'on s'est dit pourquoi les évaluations en formation à distance se retrouvent sur toutes les lèvres. Pourquoi on a l'impression que c'est différent de préparer finalement des évaluations en présence. Et là, on a retracé finalement 5 enjeux qui viennent entre autres d'un article, d'un avis du GRIP, qu'on a trouvé vraiment bien intéressant parce que finalement, il résumait les enjeux que nous, on avait détectés en lien avec les évaluations en formation à distance. Et ce qu'il faut dire, c'est que des enjeux, on en a déjà dans les évaluations en présence, bien évidemment, comme tout ce qui concerne, par exemple, le plagiat, des fois les stress des étudiants, on retrouve ça aussi en présence, mais ils sont souvent amplifiés quand on arrive en formation à distance. Donc là, on a été vérifié, ils sont amplifiés à quel niveau ou dans quel sens. Et aussi, les enjeux, il en arrive, on réalise qu'il en arrive des fois des nouveaux en lien avec la formation à distance. Donc, s'il n'y avait pas d'enjeu, ben, on ne parlerait pas aujourd'hui, on n'aurait pas préparé là, une formation sur les évaluations en FAD spécifiquement. Donc, je vais laisser Marilyn peut-être aller dans chacun des enjeux, venir nous parler un peu de comment on peut solutionner ou qu'est-ce qui peut contribuer à solutionner ces enjeux-là, mais on va en reparler dans les autres étapes de notre formation. En fait, donc le GRIP, le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique universitaire, leur avis est très, très récent. Donc, ça date du début de février. Et cette équipe-là a recensé, dans le fond, comme le disait Karine tout à l'heure, les enjeux et a proposer, dans le fond, des pistes de solutions ou d'adaptation en lien avec la formation à distance. Donc, Karine le disait, la formation à distance, c'est comme une loupe et ça amplifie les enjeux qui étaient là aussi en présentiel. Notamment, si on regarde, je vais commencer par les enjeux disciplinaires et je reviendrai à la toute fin avec les enjeux pédagogiques. Donc, notamment les enjeux disciplinaires. Donc, évidemment, il y a la spécificité de la discipline. Quand on enseigne les arts, la danse, le théâtre, enseigner à distance et évaluer à distance, c'est d'autant plus, c'est un enjeu, c'est un défi. Donc, les sciences, ce qui concerne les stages, les laboratoires et également l'activité physique. Donc, ce sont des enjeux disciplinaires. Donc, les solutions ou les adaptations qu'on pourrait faire pour évaluer ces disciplines-là, bien évidemment, il y a les outils de montage audiovisuel, le portfolio numérique pour récolter des informations fiables et valides, les outils et les logiciels dédiés. Plusieurs disciplines ont déjà des outils numériques qui leur sont dédiés, qui facilitent, qui pourraient faciliter l'évaluation et l'usage de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc, les enjeux disciplinaires en lien avec les disciplines qu'on évalue, les enjeux légaux et éthiques. On en a beaucoup entendu parler en cette période de pandémie. Le plagiat, les universités ont fait la manchette des journaux avec l'augmentation de la tricherie et du plagiat. Mais c'est plus large que ça, les enjeux légaux et éthiques.
Donc, préserver la vie privée, la confidentialité des informations diffusées, puis l'intégrité versus la fraude et le plagiat. Donc, parmi les adaptations qu'on peut faire pour évaluer en formation à distance et contourner un peu ces enjeux-là, éduquer les apprenants à la citoyenneté numérique. Utiliser des outils sécurisés et autorisés par l'institution. Ça, c'est très important pour assurer la sécurité des informations que l'on diffuse et que l'on reçoit. Rendre disponibles des formulaires de consentement pour protéger le droit à l'image. Donc, plusieurs de nos enseignants dans nos institutions ne sont pas toujours informés de ça, qu'il y a des formulaires quand on veut enregistrer les sessions ou faire des vidéos en milieu de stage. Former les apprenants au respect de l'intégrité intellectuelle, on ne le dira jamais assez, c'est le meilleur anti-plagiat qu'il n'y a pas, c'est de les former, de leur enseigner à ne pas plagier, mettre en place des situations authentiques d'évaluation pour contourner le plagiat. Utiliser un code d'honneur. Il ne faut pas sous-estimer la capacité d'un code d'honneur, ce que ça peut faire, et fournir un outil de vérification et de respect de droits d'auteur. Les enjeux technologiques. Les enjeux technologiques, c'est la disponibilité des ressources technologiques et humaines. Donc, en tout temps et rapidement, il faut être capable d'avoir accès à des ressources et du soutien. La variété des outils qu'on utilise, il y en a beaucoup. Parfois, on peut s'y perdre. Donc, c'est important d'utiliser des outils fiables et sécuritaires. S'assurer que l'apprenant ne sera pas pénalisé par la technologie, qu'il pourra démontrer l'atteinte de la compétence. On va en parler tantôt dans les étapes du processus, comment prendre en compte cet aspect-là. L'appropriation aussi, ça prend du temps de s'approprier, tant par l'apprenant que par les enseignants, pour s'approprier les technologies. Les enjeux sociaux, très importants en formation à distance. Donc, il y a l'impact des deux. L'impact de l'épreuve qui est vécue par l'étudiant et à ça s'ajoute la distance. Donc, ne pas sous-estimer le stress que représentent les évaluations en contexte de distance. Prévoir des moments pour tester et s'approprier les outils avec les apprenants. Avoir un plan B. Mais le plan B, il faut aussi le partager et faire front commun avec nos apprenants. Il faut leur partager notre plan B. Avoir un accompagnement bienveillant et une approche humaine, donner des consignes claires. Et finalement, les enjeux pédagogiques. Les enjeux pédagogiques, c'est la cohérence et la stabilité dans l'évaluation. Quand on évalue en formation à distance ou en présentiel, mais en formation à distance, c'est d'autant plus important, il faut évaluer dans le même contexte que les activités d'apprentissage. Donc, pour créer des conditions stables à offrir à l'apprenant. Et évidemment, on dirait que la formation à distance impose une réflexion pédagogique plus en profondeur sur les apprentissages à réaliser. J'insisterai peut-être sur le dernier picot. Donc, dans le fond, quand on évalue à distance, on pourrait contourner un des enjeux pédagogiques en offrant des alternatives valables pour faire des évaluations. L'évaluation que je fais en présence, je peux la modifier à cause de la distance. Ça peut être tout aussi valable. Donc, des travaux contextualisés, des présentations orales, des travaux collaboratifs, etc. Donc, voilà pour les enjeux. Clarine? Donc, bien que tout part, c'est évident que tout part des enjeux, mais le cœur de notre formation qu'on va vous présenter là, dans CADRE 21, que vous allez retrouver au printemps, c'est vraiment un processus d'évaluation en 5 étapes. Donc, le processus d'évaluation en 5 étapes, pourquoi nous, on va là, c'est que justement, en analysant ce processus-là, on a comme réalisé qu'il venait probablement solutionner plusieurs enjeux. Parce que l'élément principal à se poser comme question, la principale question à se poser, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut évaluer? C'est, dans le fond, comment on va témoigner de la compétence de l'élève
au travers de l'évaluation. Mais pour ce faire, il faut vraiment comprendre c'est quoi l'importance de, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment évaluer. Donc, avec ce processus en 5 étapes-là, on vient placer la tâche évaluative dans une démarche pédagogique complète. Donc, les étapes analysées et planifiées, vous trouvez l'étape 1 et 2. On parle vraiment ici de macro-planification. Puis dans les éléments que Marilyn vous a mentionnés là, en lien avec les enjeux, des solutions et tout ça, mais on vient vraiment voir que si on prend le temps d'analyser la compétence, de comprendre le quoi, là, on vient éliminer certains enjeux peut-être pédagogiques. Ensuite, en planifiant notre cursus global là, de la session, en fait, toute notre session est planifiée dans un tableau, on comprend où on s'en va. Là, on vient vraiment donner du sens à l'évaluation qui sera faite au moment convenu. Puis, après ça, quand on arrive dans les 3 autres étapes, concevoir, mettre en œuvre et valider, ici, on est plus dans de la micro-planification. C'est ici qu'on va venir parler de la tâche en tant que telle. Donc, voilà pour ça. Puis, ce qu'on a fait, ce qu'on a préparé pour vous, c'est que pour chacune des étapes, on vient vraiment vous amener des éléments de réflexion, des questions à se poser. Par exemple, je suis dans mon étape analyser, planifier, qui va se retrouver probablement plus en amont de ma session. Alors là, je me pose des questions que nous, on vous a préparées, qu'on va repasser là, chacune des étapes et vous allez voir un petit peu les réflexions que vous pourrez faire, les questions à vous poser en lien avec ça. Donc, l'étape 1, l'étape analysée. Le premier enjeu qu'on voit souvent apparaître, c'est la technologie quand on est en formation à distance. Souvent, on aura le réflexe de ne pas évaluer ce qui doit être évalué parce qu'on est à distance, mais plutôt ce qui est facile d'évaluer. Et ça, c'est un enjeu important, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre de vue que ce qu'on doit évaluer en présence comme à distance, c'est la compétence à développer. Donc, clarifier la ou les compétences à atteindre par l'apprenant au terme du cours afin de choisir les bons instruments. Je suis à distance, mais j'ai quand même une compétence à évaluer. Donc, les questions à se poser sont les suivantes. Est-ce que j'ai clarifié la compétence à évaluer? Est-ce que je suis au fait des savoirs, savoir-faire et savoir-être à évaluer pour que je puisse témoigner de l'atteinte de la compétence de mon élève? Un outil qu'on suggère pour vraiment clarifier la compétence, c'est de faire un schéma intégrateur individuellement et par la suite en équipe programme. Donc ici, on a simplement donné un exemple. Évidemment, tous les schémas intégrateurs sont différents. Donc, il s'agit d'une compétence du programme de comptabilité et gestion. Évidemment, vous voyez les verbes d'action ici qui sont probablement prescrits par le devis et on voit tous les allers-retours qui doivent être faits selon les différents blocs. Analyser à partir du moment où j'ai fait ça, je suis rendue par la suite à l'étape où là, je peux planifier mon évaluation. Donc, quand on arrive à l'étape planifier, on planifie en fait pas seulement l'évaluation, mais en fait notre session complète, comme je disais, pour amener l'évaluation dans une démarche pédagogique complète. Donc, quand on a compris où on voulait amener l'élève, c'est quoi la performance finale attendue pour témoigner de sa compétence, bien là, à ce moment-là, on est prêt peut-être à justement à planifier notre session, de se dire qu'est-ce que je vais faire? D'abord, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi le contenu que je vais amener, mais surtout, c'est quoi les méthodes d'enseignement et les activités d'apprentissage que je ferai qui va préparer l'élève à l'évaluation. Puis là, vous allez me dire, c'est la même chose en présence, bien évidemment, mais comme Marilyn l'a dit, tout est amplifié quand on est à distance. Donc là, c'est encore plus important, en plus parce qu'on va utiliser des outils technologiques pour faire les activités d'apprentissage et les évaluations. Donc, si tout ça est bien planifié, ça va nous éviter de faire des évaluations en fin de parcours ou à mi-parcours qui ne sont pas en cohérence avec les activités d'apprentissage qu'on a décidé de faire avec eux. Donc, le tableau de planification, vous avez tous des plans de cours, vous avez sûrement des tableaux, mais c'est vraiment d'avoir en tête qu'en formation à distance, puis là, je vais amener une précision ici, nous, on prépare la formation en fonction d'un enseignant qui prépare sa pédagogie parce que c'est prévu que son cours s'offre à distance totalement.
Donc, on est dans un programme de formation à distance. On sait qu'on va enseigner en formation à distance toute la session. On prépare notre session en amont. On sait qu'il y a un enjeu de temps, mais c'est primordial. Donc, la formation, elle est conçue de cette façon-là. C'est sûr qu'elle peut aider quand même en contexte de pandémie, bien évidemment, mais on veut juste vous spécifier que peut-être vous allez nous dire, oui, il y a un enjeu de temps, oui, on le sait. C'est vraiment, nous, Fadio, on prépare une formation en fonction des programmes, des cours qui s'offrent spécifiquement en FAD. Donc, voilà pour ça. Donc, ce que je disais, dans ce tableau-là, on va retrouver différentes choses. Puis dans les questions qui sont présentées à l'écran, comme vous voyez, on a toujours des questions pour se poser avant de sauter à l'étape suivante. Est-ce que j'ai mis en cohérence dans un tableau de planification les apprentissages, les méthodes pédagogiques, les méthodes d'évaluation? Ça, on parle ici d'alignement pédagogique. Donc, on ne peut pas être en alignement pédagogique si on décide d'évaluation, tu sais, comme à une semaine d'avis, là. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de ça. Est-ce que je tiens compte de la modalité d'enseignement synchrone, asynchrone, hybride et les outils technologiques qui sont disponibles? Est-ce que j'ai planifié du temps d'appropriation des outils technologiques que je compte utiliser? Bien, ça répond à un enjeu que Marilyn a mentionné tantôt en lien avec le stress, en lien avec les technologies. Est-ce que je prévois un contexte d'évaluation qui est similaire au contexte d'apprentissage? J'en ai parlé, notre tableau nous aide à bien visualiser tout ça. Est-ce que j'ai planifié des évaluations formatives qui vont préparer l'élève au sommatif ou au certificatif? Puis si on a des gens, là, en passant dans l'assistance, qui sont plutôt du secteur jeune ou FP-FGA, si vous vous reconnaissez moins avec les termes qu'on mentionne, c'est vraiment parce qu'on est dans une formation de l'enseignement supérieur, mais je pense qu'elle est tout à fait transposable pour vous. Puis comme je disais, vous recevrez là, une formation en temps aigu pour votre secteur. Est-ce que j'ai proposé des situations différentes pour permettre aux apprenants de développer la compétence? Mais tu sais, au lieu de faire des évaluations toutes morcelées qui donnent un peu moins de sens, ben, tu sais, si on est capable d'amener ça justement dans une compétence à atteindre et de la faire développer tranquillement, la faire progresser au fil de la session avec les formatifs, mais aussi avec des activités d'apprentissage. Donc, est-ce que j'ai prévu des tâches d'évaluation authentique qui couvrent tous les éléments de la compétence? Puis, est-ce que j'ai des indicateurs qui vont me permettre de juger de cette atteinte-là? Est-ce que j'ai tout communiqué ça dans un plan de cours? Bien, ça, c'est le petit tableau qu'on vous présente à l'écran, juste à titre d'exemple. C'était vraiment pour vous montrer que souvent, on va s'enlever bien des problématiques quand on est capable, quand on comprend qu'il y a l'enjeu de temps, mais quand on est capable en amont de visualiser qu'est-ce qui s'en vient dans notre session, puis idéalement, peut-être faire même de la pédagogie à rebours. Qu'est-ce qui est visé? Puis je vais préparer mes séquences, mes activités d'apprentissage pour atteindre l'objectif final. Évidemment, ça, c'est dans un contexte ISO 9001, c'est-à-dire où on a le temps, on sait qu'on est en formation à distance, on enseigne dans un programme au complet en FAD. Mais on ne s'en sort pas dans le sens que pour arriver à, comme je le disais tout à l'heure, à évaluer ce qui doit être évalué et non pas à évaluer ce qu'il est facile d'évaluer parce qu'on est à distance, il faut passer par ces étapes-là et aussi prendre en considération les enjeux qu'on a nommés tout à l'heure. L'étape 3, concevoir. Concevoir, c'est à cet endroit-là, Karine et moi, quand on a commencé à préparer cette formation-là, ce qu'on se disait, c'est que les enseignants, quand ils nous consultent, quand ils veulent jaser avec nous de leur épreuve, leurs tâches en évaluative en formation à distance, souvent, ils arrivent ils sont rendus à concevoir. Donc, ils sont déjà à élaborer la tâche d'évaluation. Ils sont déjà à imaginer les consignes et peut-être même la grille d'évaluation. Et ce n'est pas très long qu'on se rend compte que finalement, il faut aller à rebours puis revenir à la compétence à analyser. Donc, l'étape concevoir, c'est de la micro-planification, c'est élaborer les tâches et les grilles d'évaluation en considérant les outils technologiques qui sont disponibles. Donc, dans les questions qu'il faut se poser avant d'arriver aux outils, je vais vous montrer des outils pour chacune de ces sous-tâches-là, dans le fond. Donc, est-ce que j'ai utilisé une démarche rigoureuse d'élaboration de la tâche d'évaluation en FAD
qui prend en compte l'utilisation des technologies par les enseignants et les apprenants avant, pendant et après l'évaluation. Ça, dans le fond, je vais en reparler plus tard quand on va parler de la technologie, mais c'est ça ici qui nous aide à prendre en considération la relation entre les apprenants et les enseignants avec la technologie. Est-ce que j'ai élaboré des consignes claires avec le bon niveau taxonomique pour la tâche d'évaluation? Est-ce que j'ai produit une grille d'évaluation critériée suffisamment complète pour contribuer à une correction juste de la tâche en utilisant mon jugement professionnel? Puis, est-ce que les indicateurs de la grille d'évaluation correspondent à des manifestations mesurables et observables? On est à distance, donc il faut que ce soit mesurable et observable au même titre que ça doit l'être en présence. La tâche d'évaluation. Karine. Oui, en fait, c'est ça, le petit tableau que vous voyez à l'écran qui est vraiment petit. Là. Je vois à l'écran que ça paraît petit, mais on va vous partager le Geniali à la toute fin de l'atelier. Donc, vous allez pouvoir voir ça là, à votre guise en plus gros. Dans le fond, c'est tout simplement, comme Marilyn l'a mentionné dans la première question, c'est quand on est rendu à vraiment concevoir la tâche, bien, l'idéal, ce serait, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de se créer un tableau, au moins pour les premières fois. Après qu'on l'a fait quelques fois, j'ai l'impression que ça devient comme un automatisme. On comprend les questions à se poser pour être sûr de ne rien oublier. Parce qu'on a réalisé que quand on a des écueils, souvent, c'est qu'on ne s'est pas bien posé la question qu'est-ce que l'enseignant doit faire avant, pendant et après le cours? Et même chose pour l'étudiant. Qu'est-ce que l'étudiant doit faire avant, pendant, après le cours et avec quel outil technologique? Donc là, il faudra venir faire le choix des outils technologiques. Et ça, c'est sûr qu'on va vous suggérer de valider avec votre établissement qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est recommandé comme outil. Puis après ça, bien là, on sait qu'il y a aussi des outils libres, mais il faut vraiment valider qu'est-ce qui est proposé avant toute chose par vos conseillers pédagogiques de vos établissements, vos technopédagogues et tout ça. Puis, avant de faire le tableau, c'est vraiment d'utiliser, Marilyn, si tu veux fermer l'onglet pour qu'on puisse voir ce qu'on appelle notre cadre de référence qu'on vous a parlé un petit peu plus tôt, puis que Marilyn va vous détailler après nos 5 étapes. C'est vraiment ce modèle-là qui va venir permettre à l'enseignant de se positionner dans son utilisation des technologies pour dire, quand je vais faire l'évaluation à l'élève, à l'apprenant, est-ce que je vais remplacer une évaluation existante? Est-ce que je vais l'amplifier ou je vais la transformer à l'aide des technologies? C'est vraiment ça. Est-ce que je vais comme finalement utiliser le privilège que j'ai d'avoir une technologie pour faire mon évaluation pour aller peut-être même plus loin que je pourrais aller en présence? On voit des belles surprises, des belles réussites dans ce sens-là. Puis même chose pour finalement la flèche là, vers le haut pour les apprenants. Mais les apprenants, on va vouloir aussi voir est-ce qu'on les laisse passifs dans leur utilisation de leur technologie, interactifs ou créatifs. Puis dans ce cas-là aussi, ce sera peut-être de voir si on peut cheminer là-dedans pour peut-être tendre vers le coin en haut à droite. Là, on vous en reparlera un petit peu plus tard, mais on pense que ça peut venir aussi réduire les enjeux. Donc, quand on a pris cet outil-là pour se poser la question qu'est-ce que je pourrais faire avec mon élève? Là, c'est ça, on peut se positionner. Puis c'est sûr qu'on va viser beaucoup plus, si on se tasse vers la droite et le haut, on va viser beaucoup plus des situations authentiques qui sont faisables à distance avec des outils et tout ça. Donc, les situations authentiques, Marilyn, si tu veux montrer là, un peu de quoi il en retourne, vite fait, là, je vais nommer un petit peu, mais c'est sûr qu'on va proposer ça dans l'approche par compétence, là, de faire une situation qui va représenter un défi pour l'apprenant, qui va le mener à la réalisation d'une production ou d'une performance. Ça assure le transfert des connaissances. C'est sûr que ça donne du sens aux étudiants. Nous, ce qu'on se dit, c'est tant qu'à être en formation à distance puis d'avoir des choses à remodeler, à retravailler, mais on pourrait les faire dans ce sens-là, qui fait qu'on va de toute façon vers des pratiques pédagogiques qui sont encore plus intéressantes, probablement. Et je me permets de le mentionner, là, comme mon collègue Daniel Lavillois aime si bien le dire, finalement, l'idée, c'est d'avoir du fun aussi comme enseignant à enseigner. Puis quand
on s'en va vers là, puis qu'on trouve des nouvelles avenues, des petites choses qu'on peut faire de différent, que la technologie amène comme nouvelles idées, mais finalement, c'est la théorie du tie wrap. Ce que Daniel dit, c'est que c'est la théorie du tie wrap, puis on ne veut plus revenir en arrière. Comme enseignante, je l'ai vécu et j'ai eu beaucoup de plaisir à repenser mes évaluations et en approche par compétence et tout, et en utilisant les technologies, et jamais j'aurais voulu faire demi-tour. Donc, c'est ça. Fait que pour les tâches authentiques, vous pourrez aller regarder là-dedans, mais vous voyez un peu où on veut aller avec tout ça, là, quand on comprend bien la compétence. Les consignes, je le dis et je le répète, c'est que la formation à distance, c'est une loupe qui amplifie tout. Donc, vos consignes doivent être d'autant plus claires qu'elles le sont si elles étaient en présence. Il faut insister encore parce que la distance amplifie vraiment l'insécurité de l'étudiant par rapport à ce qu'il doit faire. Donc, il faut vraiment être au fait il faut les renseigner sur ce qu'on attend exactement d'eux. Donc, ici, c'est juste un exemple d'outil. Donc, on peut faire l'énoncé de la situation, quelle sera la tâche à faire, puis là, on donne toutes les consignes précises à l'étudiant et on peut ici lui témoigner pourquoi on lui fait faire ça, c'est quoi également notre intention. Pour ce qui est des consignes, on ne le dira jamais assez. Donc, s'assurer que les verbes que vous utilisez, les verbes utilisés dans les consignes, correspondent au même type d'opération intellectuelle qui est précisé par le verbe de la compétence du devis. Donc, repartez du devis et assurez-vous de ne pas être en deçà ou au-dessus du seuil du verbe prescrit dans le devis ministériel. Puis, pour ça, on vous recommande de toujours avoir une taxonomie de Bloom à côté de vous. Je dis toujours à la blague que quand je regarde les premiers examens que j'ai produits, les premières consignes que j'ai écrites, c'était vraiment pas clair pour les étudiants. Expliquer, c'est différent de comparer, c'est différent d'analyser. Donc, assurez-vous de donner des consignes claires. Pour ce qui est de la grille d'évaluation, bien évidemment, au moment de la conception, il faut que la grille soit déjà prête. Ici, on a un bel exemple d'une belle grille à 4 niveaux. Mais Karine, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à une grille d'évaluation critériée comme celle-là? Ah ben, je peux peut-être juste préciser que, tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est la stratégie des petits pas, là, puis que c'est sûr que, comme on disait, c'est vraiment important encore plus en fait d'être vraiment clair et d'expliquer à l'élève ce qu'on s'attend de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on s'attend de lui? Fait que c'est sûr qu'une grille critériée avec les critères de performance qui viennent souvent du devis ou qu'on a reformulé, moi, je considère que c'est vraiment important, mais si une grille à 4 échelons, ça nous paraît quand même du temps à mettre, de l'énergie, je propose de faire une grille à un seul échelon. Fait une grille à un seul échelon qu'on écrit une colonne avec les critères et dans l'autre colonne, on écrit tout simplement c'est quoi la performance qu'on attend de l'élève. Donc, même si ce n'est pas décliné, quand on viendra qu'à corriger avec notre grille, on viendra leur écrire des commentaires pour leur dire, bon, non, la performance attendue était plus ou moins atteinte, mais au moins, on suggère de remettre la grille à l'élève à l'avance, puis il a au moins sa colonne de performance attendue. Fait que voilà. Exact. 4e étape, mettre en œuvre. Mettre en œuvre, c'est mettre en place les conditions de réalisation de l'évaluation par les apprenants. C'est le jour J, c'est le moment, c'est là où ça se passe. Donc, est-ce qu'au moment de faire ça, il faut s'assurer d'avoir remis à l'apprenant les consignes de la tâche, la grille d'évaluation critériée et des exemples de performance attendus? Quand on peut le faire, il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que ça peut contourner un enjeu social, notamment diminuer le stress et permettre à l'élève de bien comprendre les consignes, ce qu'on attend de lui. Est-ce que j'ai clarifié auprès des apprenants les modalités de passation et de remise dans l'environnement numérique utilisé? Donc, il faut, au moment de la mise en œuvre, il faut peut-être être précis, quand on est en formation à distance, de dire aux élèves
l'environnement qu'on va utiliser, je donne un exemple comme ça, ce sera Moodle. Connectez-vous un petit peu à l'avance. Si vous avez des difficultés, voici ce qu'il faut faire. Donc, tout planifier euh, les insécurités liées à la technologie. Est-ce que j'ai mis en place un plan B en cas d'imprévu lors de la réalisation de l'évaluation par les apprenants? Est-ce que les apprenants en sont informés? Vous n'avez pas idée de comment c'est rassurant pour un élève de savoir qu'il y aura toujours possibilité de se réchapper s'il arrive quelque chose. Donc, s'il y a une panne d'électricité, si tu perds tes informations, voici comment, si tu perds ta connexion, n'hésite pas, envoie-moi un message par courriel ou un MIO. Donc, c'est le genre d'informations qui sont extrêmement rassurants et qui vont permettre, puis ça, il ne faut pas le perdre de vue, qui vont permettre à l'élève de vraiment faire la démonstration qu'il a atteint la compétence et qu'il n'est pas limité dans cette démonstration-là à cause de la technologie. La technologie, sous prétexte qu'on est en formation à distance, ne doit pas être un frein au fait que l'élève puisse démontrer qu'il a atteint la compétence. Donc, est-ce que j'ai du soutien dans mon établissement? Souvent, moi, je conseille à mes enseignants d'être 2 pour surveiller un examen en formation à distance, d'être 2, partager votre temps avec un collègue pour répondre aux questions qui pourraient surgir. Puis, est-ce que je fournis une rétroaction efficace et bienveillante aux apprenants? Donc, idéalement, moi, ce que je conseille toujours, c'est qu'une fois que l'évaluation, la tâche évaluative, elle est faite, quand l'enseignant fait la correction, pourquoi pas faire la correction et la rétroaction simultanément avec une capture d'écran ou avec des outils qui permettent de fournir des rétroactions et des pistes d'amélioration pour l'élève. L'étape de validation. Oui, dans le fond, valider, on se disait, Marilyn et moi, c'est souvent finalement l'étape qui est la plus escamotée si on attend à la toute fin. Si on attend à la toute fin, c'est sûr qu'à la toute fin, ce qu'on va proposer, c'est vraiment de demander l'avis à vos étudiants sur les tâches évaluatives proposées, comment ils ont réagi par rapport à ça, même vérifier, parce que le but là, de tout ça, c'est vraiment l'évaluation, ça sert à l'apprentissage, en fait. C'est supposé, en tout cas. Donc, quand on a terminé ces évaluations-là, on devrait vraiment valider avec eux, est-ce que tu as senti que tu avais un sentiment d'efficacité quand tu as fait ton évaluation? Est-ce que tu as senti que c'était authentique, c'était une situation authentique? Est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que ça a donné du sens à tes apprentissages? Est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé au fil du parcours en lien avec tes apprentissages? Je pense que c'est vraiment des questions importantes à se poser dans la section valider. Par contre, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, dans cette étape-là, valider, c'est aussi beaucoup d'avoir des documents, comment je pourrais dire, des canevas en progression, on va dire. Tantôt, on vous a parlé de faire un tableau de planif dans notre plan de cours. On vous a parlé d'avoir un tableau pour déterminer la tâche, des grilles, des consignes. Bien, tous ces documents-là, là, nous, dans la section valider, là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'avoir ces documents-là, excusez, mais je dirais à gribouiller tout au long de la session. Donc, comme ça, le valider, il se fait dans un processus d'amélioration continue. Puis, comme on le sait en formation à distance ou en présence, mais encore plus en formation à distance, on fait de l'essai-erreur, on essaie des choses, puis tout n'est pas parfait, mais c'est normal. Donc, en ayant ces documents-là aux proches tout le temps, qu'on peut venir écrire dessus, par exemple, si mes consignes en lien avec mon évaluation, étant donné qu'on avait la technologie à gérer en plus, que les élèves m'écrivent constamment des messages ou m'interpellent ou je vois que quand ils ont fait l'évaluation, le rendu n'était pas bon, le rendu n'était pas clair, bien là, je vais venir l'écrire au fur et à mesure. Je n'attendrai pas à l'année prochaine quand je vais ressortir mes documents puis que je vais avoir tout oublié ça. Donc, le valider, nous, on vous propose vraiment, là, puis au fil des années en formation à distance, je pense qu'on vient vraiment développer des pratiques intéressantes si on prend le temps d'écrire c'est quoi les écueils. Parce qu'on voit passer des choses, on entend parler d'écueils en formation à distance, mais c'est quoi ces écueils-là? On pourrait les documenter au fur et à mesure. Puis, on améliore nos grilles parce qu'ils sont perfectibles, on améliore nos consignes, on améliore le plan de match de la tâche. Fait que c'est vraiment là, notre suggestion pour cette dernière étape validée-là.
qui n'est vraiment pas la moindre. C'est vraiment important de se dire, c'est une étape à part entière comme toutes les autres, mais on peut l'utiliser comme un processus d'amélioration continue sur vraiment toute la session. Voilà pour cette étape-là. Voilà. Donc, on est passé au travers du processus en 5 étapes. Maintenant, la technologie, Karine a déjà amorcé un peu la présentation de ce tableau-là. Vous connaissez peut-être, c'est le cadre de référence PICRAT. Ici, vous avez une adaptation qui a été faite par Fadio pour la formation. Donc, le PICRAT, le modèle de Hughes, Thomas et Charbot, c'est un modèle qui date quand même, mais qui est d'une grande... en fait, il nous plaît beaucoup parce qu'il met en relation l'utilisation de la technologie par les enseignants et à la fois la relation des apprenants avec la technologie. Vous connaissez peut-être d'autres modèles, le TPAC, le modèle SAMR, le modèle sans mère, notamment, qui met en relation, je dis seulement, ce n'est pas péjoratif, là, mais qui met en relation comment l'enseignant utilise la technologie pour enseigner et faire apprendre. Alors qu'ici, on prend en compte, dans le fond, dans cette matrice-là, en 2 dimensions, comment réagira l'élève, comment il se positionnera, est-ce qu'il sera passif, interactif, créatif, et aussi comment l'enseignant utilise les technologies uniquement pour remplacer, il peut amplifier ou il peut transformer. Donc, ce modèle-là, c'est celui-là qu'on a retenu justement parce qu'il met en relation à la fois l'enseignant et les apprenants. Évidemment, il faut choisir ses batailles. On dit toujours, on s'imagine toujours que c'est sûr que si je ne fais que remplacer ce que je faisais en présentiel ou je faisais sur papier et que mon élève est passif, à ce moment-là, je m'expose, je vais faire en sorte que mon évaluation est plus à risque de plagiat et de tricherie que si je transforme complètement en utilisant les technologies comme enseignant pour faire apprendre mes élèves et qu'en plus, je les rends créatifs, bien évidemment, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est un plus grand défi, mais on s'expose à moins de tricherie, moins de plagiat. Donc, on vous a mis, puis évidemment, ce n'est pas un dogme, là, ce modèle-là, là, je veux dire, c'est la théorie des petits pas, puis c'est vraiment ce qu'on veut retenir avec le temps qu'on a pour faire une tâche évaluative qui a du bon sens, en gardant en tête la compétence à évaluer. Donc, par exemple, ici, on vous a mis un exemple de remplacer où l'enseignant remplace simplement et où l'élève est passif. Donc, un texte est fourni par l'enseignant et l'étudiant doit analyser l'information de façon manuscrite et retourne sa copie numérisée, par exemple, avec Office Lens. Je vais tout de suite aller ici où là, dans le fond, on fait réaliser une recherche documentaire concernant une réalité d'aujourd'hui de votre choix. On donne le choix à l'élève versus une réalité vécue dans l'histoire. On pourrait prescrire une période ou une époque et la présenter sous forme de reportage journalistique multimédia. On peut suggérer des outils. Donc, vous voyez que, évidemment, le risque de plagiat est plus grand ici. Puis, par contre, le défi pour l'élève et pour l'enseignant est plus grand ici. Donc, il faut un peu choisir ses batailles. Maintenant, Karine, on serait rendu à donner la parole à Maxime. Absolument. Je veux juste dire un petit mot avant. Ce qu'on vous a présenté là, c'est sûr que dans la formation qu'on va, finalement, c'est le cœur de ce qu'on va retrouver, mais vous aurez vraiment plein d'outils et on va aller beaucoup plus loin dans notre formation CAD 21. Je laisse Maxime Pelcha vous parler un peu du partenariat, mais je veux juste partager que Fadio, on est super fiers de s'associer là, à CAD 21, collaborer ensemble pour mettre sur place cette belle formation-là. Merci, Karine. Et puis, on pourrait dire que c'est un plaisir qui est partagé.
Alors oui, je m'adresse au nom de l'équipe du Cadre 21. On est vraiment content de pouvoir travailler de concert avec toute l'équipe de la FADIO. Et puis, c'est ça, je prends seulement quelques minutes en cette fin d'atelier pour présenter un peu le modèle, parce qu'il est question justement que la formation va venir s'asseoir dans l'univers de la formation en ligne du Cadre 21. Alors, pour ceux qui seraient moins familiers, je vous partage dans le clavardage le lien vers le Geniali que je vais utiliser dans le fond pour pointer quelques éléments de base que vous trouvez sur cadre21.org. Vous avez le lien vers le Geniali. Je vais partager mon écran à l'instant à ce sujet. Voilà. Et puis, le Cadre 21, donc, c'est pour ceux qui sont moins familiers, c'est un organisme à but non lucratif qui est basé à Montréal et puis qui travaille depuis, dans le fond, son lancement officiel en 2016 pour soutenir le développement professionnel de tous les éducateurs, justement, dans la francophonie. Et puis, on a développé une plateforme en ligne qui propose des occasions de formation continue qui sont très diversifiées et qui ont fleuri, on pourrait dire, depuis les dernières années, puis particulièrement depuis 2018 avec le lancement du plan d'action numérique en éducation avec le ministère de l'Éducation ici au Québec. L'offre de formation a augmenté, puis c'est un peu cet élément-là que je veux pointer avec vous aujourd'hui. Donc, on a ça basé sur une espèce on pourrait dire de relation entre apprentissage et reconnaissance. Donc, la plateforme du Cadre 21 offre des occasions d'apprentissage, mais aussi a des fonctions qui permettent la reconnaissance de ces apprentissages-là. Vous pourrez aller voir du côté de notre offre de formation. Il y en a plusieurs. Elles sont séparées en ce moment en 3 axes. Les compétences numériques, les stratégies pédagogiques, le soutien aux apprenants. Et vous voyez, il y a en ce moment une bonne vingtaine de sujets différents qui sont traités, qui ont été et qui sont bonifiés peu à peu d'ailleurs. On a quelques-unes qui sont en élaboration, mais on en a quelques-unes qui sont en mise à jour parce que ça change vite. Et puis, celle dont il était question durant cet atelier va venir s'installer dans un 4e axe qui va voir le jour bientôt avec cette collaboration-là. Avec la FADIO. Donc, un axe de formation à distance et tous les éléments qui y sont reliés. On a bien hâte justement de lancer ça sous peu. Chacune des formations du Cadre 21 sont développées en 4 niveaux. Ce n'est pas des niveaux de complexité, mais bien des niveaux d'intégration. Donc, on a le niveau explorateur qui permet de s'initier à un sujet qu'on ne connaît pas et de réfléchir à comment on pourrait l'intégrer dans sa pratique. Le 2e niveau qui est architecte propose de tout de suite s'essayer, de passer à l'action avec ses étudiants, donc dans sa classe, qu'elle soit en présence ou en virtuel. Virtuose permet de témoigner d'une pratique qui est enrichie par ces stratégies, par ces compétences-là qu'on met à l'avant-plan dans notre pratique pendant toute la session, depuis quelques années. Et le 4e niveau veut reconnaître l'apport que plusieurs font en allant justement partager avec d'autres leur expertise. Donc, d'être accompagnateur, d'être leader, d'animer des ateliers, comme par exemple pendant la semaine de la formation à distance. Donc, toutes les formations du Cadre 21 sont divisées dans ces niveaux d'intégration-là. Lorsqu'on complète une formation, on propose d'envoyer, répondre à un formulaire dans lequel on peut envoyer des preuves de ce qu'on a fait avec les étudiants. Et chacune de ces soumissions-là, qui peuvent être reconnues avec un badge numérique, vont avoir une rétroaction personnalisée de la part de notre équipe de responsables de la rétroaction. Donc, chaque soumission de badge numérique est lue attentivement et on envoie un courriel qui donne de la rétroaction sur ce qui a été proposé. Donc, une rétroaction qu'on dit USB, utile, spécifique et bienveillante et qui incite à poursuivre et à se lancer plus loin dans ses apprentissages. Et je parlais de badge numérique. Bien, le badge numérique se veut la trace qui est laissée par le fait d'avoir enclenché cette stratégie d'apprentissage-là. Et chaque badge est unique, a son URL propre et évidemment par défaut déposé dans le portfolio de l'apprenant qui vient avec le compte sur la plateforme du Cadre 21. Mais cette URL-là peut être reliée à n'importe quelle source dans laquelle on peut intégrer un lien cliquable et qui amène à ce badge numérique-là.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer, j'ai mis des liens un petit peu partout là, dans les différents éléments qui sont composés dans ce Genially-là pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans les explications. Vous avez le lien ici pour aller créer son compte, puis particulièrement pour les gens qui œuvrent en éducation au Québec, grâce à l'appui du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on a un accès sans frais à toutes nos formations qui sont là. Et évidemment, celle de la FADIO va en faire partie plus tard. On crée son compte avec son adresse courriel institutionnelle. Et à la fin de la semaine, on vous invite d'aller récupérer votre badge numérique qui est de la semaine de la FAD, que vous pourrez aller récupérer sur notre plateforme aussi, qui reconnaît dans le fond l'investissement de temps que vous avez passé pendant la semaine. Les conditions, c'est tout simplement d'avoir participé à au minimum de 3 ateliers qui sont proposés dans la programmation de la semaine. Puis vous avez un petit formulaire à compléter pour parler de ce que vous avez relevé pendant cette semaine-là qui peut être intéressant dans votre pratique. Alors, voilà, je vais arrêter mon partage d'écran pour l'instant. Merci beaucoup, Maxime. Donc, vous voyez que c'est très intéressant ce partenariat-là avec une plateforme autoportante comme ça. Je ne sais pas, Marilyn, est-ce que tu peux glisser le Genially dans le clavardage? Il y a des gens qui commençaient à nous le demander. Notre Genially? Oui, notre Géniali à nous. Ben, Maxime, je pense que toi, tu l'as déjà fait. Oui, en effet. Pour ça. Super. On va être maintenant prête à prendre des questions. Là, moi, j'ai été zioter un peu dans le question-réponse. J'ai commencé à répondre à quelques questions, mais je pense que Valérie peut peut-être nous formuler les questions. Valérie, si tu es disponible. Oui, je suis là. Oui, donc on va y aller dans l'ordre pour les questions. La première question provenait de Alexandre Inkerli de Collecto qui demandait, compte tenu du cadre de la Cité, Collège de la Cité, des collaborations interprovinciales sont-elles prévues? Une collaboration, en tout cas, pour nous, en ce moment, je ne sais pas si Alexandre parle de la formation en tant que telle, peut-être préciser, je ne suis pas certaine de comprendre de quel genre de collaboration. Monsieur Inkerli peut peut-être préciser sa question. C'était au tout début là, d'ailleurs, je de vais l'atelier. OK, parfait. Je vais juste aller réactiver la possibilité de lever la main. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour exprimer sa question, là, on va laisser Valérie nous poser les questions, là, mais si jamais on a besoin de précision, ce sera possible. C'est sûr qu'en tout cas, je peux peut-être dire qu'au niveau des collaborations, nous, on est toujours ouvert à collaborer, Fadio. Ça, c'est sûr, c'est ce que je peux dire. Donc, si vous, de votre côté, vous sentez qu'il y aurait un intérêt à la collaboration, mais vous pouvez prendre contact avec nous. Là, tu vois, là, on collabore avec Cadre 21. On est vraiment très, très ouvert. Puis avec le Collège de la Cité, on a Collège de la Cité qui va donner un atelier cette semaine aussi. On est en contact avec Olivier, avec différentes personnes, Pascal Billier, justement. Donc, vraiment, tu sais, Fadio, il y a l'ouverture à la collaboration. Donc, peut-être nous en faire part si vous avez une idée en tête. Voilà. Monsieur Inkerli demandait également s'il y avait des regroupements par discipline pour permettre aux pros de l'apprentissage de travailler de façon concertée selon les enjeux d'évaluation disciplinaire, par exemple des communautés de pratique en enseignement STIM versus l'évaluation en ALC. Oui, bien, c'est sûr que ce n'est pas prévu comme tel dans la formation Cadre 21. Nous, ce qu'on prévoit, c'est de donner plusieurs outils, mais qui sont quand même utilisables là, en général là, par l'ensemble des enseignants. Mais je sais que, là, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je sais que ProfWeb avait peut-être un projet avec Julie Leroux, entre autres, celle de qui on a retenu le cadre de référence, de venir dans ProfWeb déposer son cadre de référence, mais en allant plus loin, puis peut-être faire collaborer aussi les répliques. Là. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je sais qu'il y a peut-être un projet dans ce sens-là. Puis ça se baserait sur le même cadre de référence que notre formation, mais ça irait un peu plus loin d'une autre façon. Vraiment d'aller dans des outils peut-être éventuellement disciplinaires. Je vous dirais que c'est un vœu pieux. On verra si ça voit le jour, mais c'est un souhait. Il y a Mme Nicole Perrault et Sandrine Descamps qui ont toutes deux demandé si vous aviez des exemples de codes d'honneur pour l'évaluation en formation à distance à fournir. Je vais laisser Marilyn répondre. C'est elle qui a jasé de code d'honneur.
En fait, c'est une suggestion qui a été qui est faite par le GRIP dans son avis. Et puis là, évidemment, ben, ce qu'on voyait, c'est que l'UQAM, l'Université de Montréal, ils en font tous mention d'utiliser le code d'honneur ou d'utiliser l'outil anti-plagiat là, qu'on peut fournir aux étudiants du genre Mon travail est-il prêt à être remis, qui est très, très répandu, hein. Ceci dit, même dans les universités, ils l'utilisent. Pour ce qui est du code d'honneur, pour le moment, j'ai pas réussi à mettre la main encore sur un code d'honneur, mais dès que ce sera fait, je vais l'ajouter, puis évidemment, ce sera disponible dans la formation qu'on va donner à Cadre 21, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la présentation que vous avez vue aujourd'hui va se retrouver en partie, à tout le moins, dans une des tuiles du niveau explorateur. Donc, le code d'honneur, quand je l'aurai trouvé, les exemples que j'aurai trouvés qui seront libres de droit, je les déposerai accessibles sur le Géniali à l'intérieur de la formation Cadre 21. Ensuite, Marilyn Dupont demande si vous avez des ressources à conseiller au sujet de l'éducation à la citoyenneté numérique auprès des jeunes du secondaire. Je me demande si Cadre 21, est-ce que, je ne sais pas, Maxime, est-ce que vous avez quelque chose dans ce sens-là, Cadre 21? Oh, excuse-moi, je t'entends une réponse à une question dans le pas de Q&A. problème. La question, c'était est-ce qu'on a quelque chose à proposer en lien avec la citoyenneté numérique? L'éducation à la citoyenneté. Oui, l'éducation à la citoyenneté numérique. Est-ce que vous avez quelque chose, vous, dans le Cadre 21? On a quelques dans éléments dans les cartons. Ce qu'on a présentement en formation disponible, on en a une sur les médias sociaux qui tourne autour de cette thématique-là. On a aussi une qui a été développée le printemps dernier autour de l'éducation à la cybersécurité, qui est peut-être un petit peu plus précise et qui est un enjeu là, qui tourne autour de ça. Mais il n'y en a pas une en ce moment qui traite des enjeux très vastes de toute la citoyenneté numérique en tant que telle. C'est particulièrement celles-là qui sont mises de l'avant lorsqu'il est question de ça de notre côté. Okay. On a peut-être des participants, on a plein de gens dans la salle, on a des partenaires, on a plein de gens, fait que peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait quelque chose à proposer dans ce sens-là. Là. Je vais juste ouvrir le clavardage si jamais il y a quelqu'un qui veut venir nous proposer quelque chose. Puis, il me semble que j'avais vu une main levée. C'est Jean-Pierre Dufresne. Jean-Pierre Dufresne. Qui a déposé un lien dans le clavardage citoyenneté numérique, québec.ca. Okay. C'est bon. Donc, on pourra peut-être juste, ceux qui s'occupent des questions, pourront peut-être juste aller glisser ça dans les réponses aux questions, là, ce qui a été proposé. Effectivement, c'est l'équipe du récit les récits de développement de la personne particulièrement, qui a fait un super bon travail autour de cet élément-là, la citoyenneté numérique. CITNUM, c'est vraiment très bien. Super. Vous voyez la force de la collaboration entre partenaires. Je savais que si je proposais quelqu'un dans notre assistance, on est tous des acteurs de la FAD. Monsieur Gérin-Lajoie qui a déposé un exemple de code d'honneur. Merci beaucoup. Valérie, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour en prendre encore, mettons, 2, 3? Oui, il y a Mme Marilyn R. Ozaine qui demande comment est-ce que l'enregistrement du cours de la session aide avec les enjeux qui ont été présentés au début là, de l'atelier. Attends, comment? OK, c'était la réponse, Marilyn, vas-y. En fait, l'enregistrement est plutôt un enjeu. C'est-à-dire que nous, ici, au Cégep de Rivière-du-Loup, notamment, on le vit beaucoup parce qu'on a des élèves, on offre des cours en formation à distance, mais avec des élèves qui sont outre-mer, donc des élèves étrangers qui ne peuvent pas être en mode synchrone parce qu'à cause du décalage, donc on doit nécessairement enregistrer le cours. Et pour faire ça, bien, dans le fond, c'est qu'il faut demander l'autorisation des autres participants. Il faut leur faire remplir un formulaire de consentement. Donc, ça n'aide pas. L'objectif de l'enregistrement, ce n'est pas tant pour aider, mais c'est plus un enjeu, le droit à l'image. Donc, il faut faire signer le consentement. Évidemment,
quand on est en approche inclusive, quand on veut être inclusif, c'est sûr que quand on fait des enregistrements pour que les élèves, puis qu'on dépose par la suite sur des environnements numériques d'apprentissage, pour que les élèves puissent réécouter, arrêter, il peut y avoir là des bénéfices, effectivement, d'enregistrer des parties de cours, mais pas d'enregistrer un cours en entier. Si on fait ça, il faut le morceler pour que ce soit vraiment utile. Je ne sais pas si je réponds à la question. Là, je suis allée en 2 volets. Je suis allée sur l'enjeu et sur l'utilité. Juste préciser que tantôt, il y a des gens qui avaient accès au clavardage, mais juste pour nous répondre à nous, les panélistes. Donc, qui a envoyé des beaux liens, des belles choses. Si vous voyez que c'était juste aux panélistes, vous pouvez refaire votre partage dans le clavardage. Mais je pense que c'est pas mal complet, mais je le propose là. Merci, Marlène, pour ta réponse. Les 58, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une dernière question. Ensuite, on va clore, mais on va quand même rester, Marilyn et moi, Maxime, encore un peu, 10-15 minutes. Ça va permettre aux gens qui veulent quitter de quitter, mais en fait, c'est ça, on pourra continuer. Là, Karine, il y a quelqu'un qui a levé la main. Je serais porté à ouvrir son micro pour poser ses questions. Ah, OK, d'accord. Je lui donne la parole. Donc, Marie-Jeanne, vous pourrez poser votre question. Ouvrez votre micro. Je pense, Martin, étant donné que son micro n'ouvre pas tout de suite, il est 59, je pense qu'on va clore puis on va prendre sa question par la suite, comme ça. Ouais. Je vais prendre la balle au bon. Donc, Karine, je tiens à vous remercier, toi, Marilyn et Maxime, pour cet atelier. Donc, très riche. On a vu dans les interactions à l'intérieur des questions et réponses qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, c'est un beau lancement. Donc, une belle initiative, un beau partenariat entre Cadre 21 et Fadio. Et j'espère que les participants pourront se servir de cette formation-là pour approfondir toute la question de l'évaluation des apprentissages en FAD. Donc, merci beaucoup à vous, chers panélistes, et merci. Donc, c'est clos officiellement l'atelier d'aujourd'hui.